Pour certains, le mariage est un rêve devenu réalité. Ils attendent le jour où ils pourront échanger leurs vœux et leurs alliances avec leur moitié et partir ensemble vers le coucher du soleil. Et même si c'est une occasion joyeuse et une raison de célébrer, toutes les unions ne se terminent pas par un conte de fées. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons les cas de 2 meurtriers de femmes qui sont toujours en fuite. Peu d'informations sont disponibles sur l'affaire de Vernon et Henry, même s'il est toujours recherché aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est que son mariage avec sa femme, Connie, était tumultueux. Henry avait tendance à avoir des accès de colère explosifs au cours desquels il agressait physiquement et verbalement Connie ainsi que les enfants du couple de façon régulière. Sa fille aînée, Heather, a subi le pire de ces abus parmi tous les jeunes vivant dans la maison d'Atoll, dans l'Idaho. Mais la situation a empiré en 1996. Les 11 ou 12 août de cette année, Henry, 44 ans, a eu une nouvelle violente dispute avec sa femme. À ce moment-là, Connie était apparemment épuisée de vivre dans la peur constante de son mari et en avait assez d'être soumise à ses manières de contrôlante et violente. Elle lui a dit qu'elle comptait le quitter. À peu près à ce moment-là, Heather, âgée de 18 ans, est rentrée chez elle après un rendez-vous. Henry se serait encore énervé en découvrant qu'elle était sortie à un rendez-vous sans sa permission. À un moment, Henry est parti et la maison est devenue silencieuse. Mais 5 minutes plus tard, il est revenu dans le salon avec une arme à feu et a abattu mortellement Connie et Heather. Les 3 autres enfants du couple étaient présents au moment de la fusillade. Ils diront plus tard à la police qu'une violente dispute avait éclaté avant. Selon l'un des enfants, Henry a laissé les corps sur le sol et a pris la fuite à bord de sa Toyota Camry Bordeaux de 1986. Il a été vu pour la dernière fois roulant vers le nord sur l'autoroute 95. Son fils de 12 ans a appelé les urgences. Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des preuves dans la maison montrant qu'Henry avait prémédité les meurtres. De plus, il a fui la maison en étant armé de plusieurs armes à feu. Il a ensuite été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré. En décembre, l'affaire a été diffusée dans « Les criminels les plus recherchés d'Amérique ». Cela a entraîné jusqu'à 30 signalements auprès de la police, des témoins affirmant avoir vu l'homme de 44 ans dans des États comme le Tennessee, le New Jersey, New York, la Californie, le Texas et d'autres encore. Plusieurs personnes pensaient l'avoir vu dans des ateliers de tapisserie, ce qui était remarquable puisqu'il avait déjà travaillé comme tapissier dans le nord de l'Idaho. Certains affirment l'avoir vu boire dans des bars et l'un d'eux pense l'avoir aperçu dans une animalerie. Parmi toutes les observations, seules 2 ont été jugées crédibles, une en Ontario, l'autre en Floride. Grâce au FBI, la police de l'Idaho a retrouvé les hommes cités dans ces signalements, a indiqué Jerry Widenhoff, détective du shérif du comté de Kootenay aux médias. En Ontario, ils ont dit qu'il lui ressemblait presque parfaitement. Les gens restent vigilants car quelqu'un pourrait encore le voir. Bien que le mariage de Henry et Connie ait été explosif, beaucoup dans la communauté le voyaient comme une personne normale et même amicale. Un employé d'une épicerie locale s'est souvenu, après avoir appris les fusillades, vous n'auriez jamais cru que c'était la même personne. Il a vraiment dû perdre complètement la tête pour faire quelque chose comme ça. Un adolescent connaissant Heather a affirmé « La famille a toujours été sympathique. Son père était très gentil, il pouvait rester discuter avec moi toute la nuit. Vernon Henry est toujours en fuite. » Décrit comme un homme de plein air anti-gouvernemental, doté de bonnes compétences de survie, il a été vu pour la dernière fois fuyant son domicile dans l'Idaho sur l'autoroute 95 à bord de sa Toyota Camry Bordeaux de 1986. La plaque d'immatriculation du véhicule est K2000-271 et elle n'a jamais été retrouvée. Henry n'a pas été revu depuis. Décrit comme un homme blanc de 1,78 m et environ 66 kg lors de sa disparition. Il a les cheveux bruns, les yeux bruns et pourrait avoir une barbe. Les enquêteurs soupçonnent qu'il a caché de l'argent et des provisions pour faciliter sa fuite et il a de la famille dans le Nebraska et en Alaska. Si Henry est toujours en vie, il aura 73 ans
Toute personne avec des informations peut contacter le shérif du comté de Kootenay au 208 446 300. Robert Fisher. Robert Fisher est né le 13 avril 1961 à New York. Son père, William, était banquier et lui et la mère de Fisher, Jane Howell, ont eu 3 enfants ensemble. Cependant, leur mariage a échoué et s'est terminé par un divorce en 1976 alors que Fisher avait 15 ans. Après la dissolution de leur union, lui et ses 2 sœurs sont partis vivre avec leur père à Tucson, Arizona. Selon ceux qui le connaissaient, Fisher a porté le traumatisme du divorce de ses parents pour le reste de sa vie, à tel point qu'il a ensuite refusé d'emmener ses propres enfants à Disneyland, où ses parents avaient eu l'une de leurs disputes les plus agressives, en criant avant de finalement décider de se séparer. Des amis d'école de Fisher se souvenaient qu'il était très amer à propos de la séparation. Il pensait apparemment, même adulte, que sa vie aurait été différente si sa mère était restée avec la famille. Après avoir terminé l'école, Fisher s'est engagé dans la marine américaine et a tenté de rejoindre les SEALs, mais sans succès. Les années suivantes, il est devenu pompier en Californie, mais une blessure au dos l'a forcé à prendre sa retraite. Il a ensuite déménagé en Arizona, où il a occupé plusieurs postes médicaux, notamment technicien en cathéters chirurgicaux et thérapeute respiratoire. À la fin des années 80, il travaillait comme pulvérisateur d'herbicides, mais il est ensuite retourné dans le domaine médical et a commencé à travailler comme technicien chirurgical à Scottsdale. Robert avait 26 ans lorsqu'il a épousé sa femme, Mary Cooper, en 1987. Cependant, dès le début, l'union a été entachée de problèmes. Ceux qui connaissaient le couple ont dit à la police que Fisher était un homme contrôlant et manipulateur. La relation entre Fisher et Mary n'était pas physique, mais restait éprouvante émotionnellement et mentalement. Le couple se disputait régulièrement à propos de l'argent et du sexe. Ils ont suivi une thérapie avec leur pasteur après que Fisher ait eu une aventure d'un soir avec une travailleuse du sexe rencontrée dans un salon de massage. En ce qui concerne l'argent, il n'aimait apparemment pas que Mary ait un emploi. Elle a confié à des amis qu'elle en avait pris un pour un fonds de sécurité, et aussi pour pouvoir offrir à ses enfants les jouets et autres fournitures qu'ils voulaient et dont ils avaient besoin. Ils se disputèrent même sur la façon de décorer leur maison. Fisher ne permettait à Mary de peindre les murs qu'en blanc et n'autorisait que quelques tableaux accrochés. La mère de Fisher, Jane, a très tôt relevé des similitudes entre le mariage de son fils et le sien. Il l'a fait avec Mary et la même prise, à part une fois pour prendre de ses nouvelles et lui faire part de ses inquiétudes. Jane a déclaré aux enquêteurs avoir été une épouse docile qui ne s'était jamais opposée à son ex-mari. Elle sentait que Fisher et Mary reproduisaient cette dynamique. L'un de ses amis a remarqué que la nouvelle cellule familiale de Fisher ressemblait étrangement à celle de son enfance. Un ancien voisin se souvenait, il n'avait pas un mariage heureux. Il criait constamment, tout le monde l'entendait. On l'entendait dans la maison voisine, alors que Fisher ne criait jamais vraiment, ce qui était d'étrange. Il avait sa manière d'être, mais on ne l'entendait jamais crier, contrairement à sa femme qui criait souvent des choses comme « tu ne vaux rien ». J'aurais pu mieux faire, on devrait divorcer. La relation de Fisher avec ses enfants n'était guère meilleure. On disait aux 2 enfants du couple quand se lever, quand aller se coucher, quels vêtements porter et ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas manger. Il aurait appris à nager aux enfants en les jetant du bateau lors d'un voyage au lac Bartlett. Un ami de Fisher se souvient, il pleurait et Brittany criait et il les a remontés dans le bateau en disant « Voilà alors, comment c'était ?» Il se plaignait aussi régulièrement du manque d'intérêt de son fils pour la pêche et la chasse et demandait souvent à ses connaissances « Est-ce qu'il va finir par changer ?» Fisher lui-même était un passionné de plein air et ce, depuis sa jeunesse. Mais plutôt que de simplement apprécier d'être en harmonie avec la nature, ses amis et connaissances ont remarqué qu'il avait des comportements très étranges lorsqu'il participait à des activités de plein air. Un jour, après avoir tué un élan, il s'est couvert le visage de son sang. Une autre fois, il s'est faufilé derrière une famille qui pique-niquait et a vidé son arme en l'air. On sait qu'il a déjà tiré sur un chien errant, affirmant qu'il avait attaqué son labrador, bien que la police ne croit pas à sa version des faits. À la fin des années 90, leur mariage était au plus bas. À cause de son traumatisme d'enfance, Fisher ne pouvait envisager le divorce. Il a confié à un compagnon de chasse qu'il renouvelait sa foi et son mariage, ne pouvant vivre sans sa famille. Il a commencé à fréquenter plus souvent les offices religieux, tandis que Mary s'en est éloignée. Et il a parlé à des amis de mettre fin à ses jours parce qu'il était tellement bouleversé par l'état de leur relation de couple.
Mary, quant à elle, a dit à des amis, au début de l'année 2001, qu'elle prévoyait de demander le divorce. Mais tout a atteint son paroxysme le 9 avril 2001. Cette nuit-là, des voisins ont entendu une nouvelle dispute entre le couple. Cela semble avoir été la goutte d'eau pour Fisher. Les enquêteurs estiment qu'il a tué sa femme et ses 2 enfants à la suite de cette dispute. Mary a été abattue d'une balle à l'arrière de la tête, tandis que ses enfants, Brittany, 12 ans, et Bobby, 10 ans, ont eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. À 22h43, il a été filmé retirant $280 à un distributeur automatique. La voiture de sa femme, une Toyota 4Runner, était visible à l'arrière-plan des images. En 2025, de nouveaux témoins ont révélé que la Toyota avait été vue devant la maison à 3h30 et à 5h30 du matin, ce qui signifie que Fisher est revenu à la maison plusieurs fois avant de prendre la fuite. À 8h42, la maison du couple a explosé. L'explosion, si puissante, a fait s'effondrer un mur de briques à l'avant et a fait trembler les maisons voisines dans un rayon de 800 mètres. Les voisins ont accouru pour voir ce qui s'était passé et ont tenté de maîtriser les flammes à l'aide de tuyaux d'arrosage jusqu'à l'arrivée des pompiers sur les lieux. Des petites explosions, probablement causées par des munitions de fusil ou des pots de peinture, ont obligé les intervenants à rester à distance du bâtiment. Fisher avait arraché la conduite de gaz de la chaudière de la maison et celle-ci a ensuite été enflammée par une bougie allumée. Le retardateur aurait donné à Fisher 10 heures d'avance et la police l'a cru pendant des décennies. De nouveaux témoins récents ont montré qu'il n'avait probablement que 3 heures d'avance. Depuis, la Toyota de Mary, utilisée pour fuir, a été vue à la maison à 5h30 du matin. Les enquêteurs pensaient que Fisher avait fait exploser la maison pour simuler sa mort avec sa famille et cacher les meurtres. Ils ont également déclaré qu'ils pensaient qu'il avait tué sa famille parce qu'il ne voulait pas que Mary divorce de lui et qu'il ne voulait pas non plus que ses enfants endurent ce qu'il avait vécu enfant. Fisher est la seule personne d'intérêt dans l'affaire du meurtre de sa famille. La Toyota de Mary a été retrouvée plus d'une semaine plus tard, le 20 avril, dans la forêt nationale de Tonto, près de Payson, dans la région de Young, à environ 160 km au nord de Scottsdale. Le chien bleu a été retrouvé vivant mais affamé et agité sous la voiture. Dans le véhicule, une casquette identique à celle que Fisher portait lors du retrait au distributeur a été retrouvée. Malgré les fouilles de la zone par les forces de l'ordre, une seule des 12 grottes proches a été inspectée. Certaines grottes sont reliées par un réseau souterrain, poussant certains à penser que Fisher s'y est caché lors des fouilles de la police, et qu'il s'est soit échappé, soit donné la mort, soit est mort à cause du faible taux d'oxygène sous terre. Malgré l'examen de ces zones par plusieurs spéléologues professionnels ces 20 dernières années, aucune trace du tueur présumé n'a été trouvée. Une femme dont le mari a passé du temps avec Fisher a déclaré que les 2 hommes étaient allés camper dans cette région peu de temps avant le 9 avril. Elle a dit qu'il connaissait bien cet endroit. Un témoin affirme avoir vu Fisher marcher le long de Young Road, près de l'endroit où la voiture a été retrouvée, quelques jours avant sa découverte. Le couple qui l'a vu s'en est souvenu, notant sa ressemblance avec le criminel recherché, mais ils n'ont signalé l'information que quelques jours après, le 20 avril, le 19 juillet 2001, un mandat d'arrêt a été émis contre Fisher pour 3 chefs de meurtre au premier degré et un chef d'incendie criminel. Il a également été déclaré fugitif et un mandat d'arrêt fédéral a ensuite été émis à son encontre, l'accusant de fuite illégale pour éviter des poursuites. En 2002, le FBI l'a inscrit parmi ses 10 personnes les plus recherchées. Retiré de la liste en novembre 2021 car il ne remplissait plus les critères. En 2003, les enquêteurs avaient reçu des centaines et des centaines de pistes, mais aucune apparition concluante de Fisher n'a jamais été établie. Robert Fisher n'a jamais été retrouvé. Beaucoup croient qu'il s'est suicidé après avoir fui le meurtre de sa famille et que son corps reste introuvable. Étant donné l'isolement du lieu, probablement dans la zone où la Toyota a été retrouvée. D'autres ont suggéré qu'il a survécu quelque temps dans les bois jusqu'à ce que l'affaire s'apaise et puis qu'il ait commencé une nouvelle vie. Les détectives amateurs qui pensent qu'il a survécu ont suggéré qu'il a fait de l'autostop pour quitter la région ou qu'il a reçu de l'aide d'un complice. Un enquêteur a émis l'hypothèse qu'il vivait dans une petite ville et qu'il était payé en espèces pour des petits boulots. Ou peut-être qu'il vivait dans une grande ville où il a été englouti par l'anonymat que de tels endroits offrent. Des rumeurs disent aussi que Fisher aurait traversé l'Amérique centrale, les frontières étant moins surveillées avant le 11 septembre. En 2009, des touristes au Guatemala auraient rencontré un homme ressemblant au meurtrier recherché.
Certains détectives ont envisagé qu'il ait quitté les États-Unis pour fonder une autre famille. Robert Fisher reste recherché. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il mesure 1,83 m et pesait environ 86 kg lorsqu'il a disparu. Il porte une couronne en or sur la première prémolaire supérieure gauche et a des cicatrices chirurgicales au bas du dos. Il peut marcher avec une posture exagérément droite, la poitrine en avant à cause de sa blessure au bas du dos. Il est également connu pour mâcher du tabac et il a des liens avec le Nouveau-Mexique et la Floride. On pense qu'il est en possession de plusieurs armes et qu'il doit être considéré comme armé et dangereux. S'il est toujours en vie, il aura 64 ans. Si vous avez des informations sur sa localisation, vous pouvez appeler la police de Scottsdale au 480 312 55. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.